Bonjour à tous. Ils sont nombreux des Camerounais et Africains désabusés après le maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pourtant, la presse camerounaise et internationale présageait la libération immédiate au terme d'un procès historique, lequel a amené la majorité des juges de la CPI à se prononcer en faveur de l'acquittement de l'ex-président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Blanchis de toute accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent encore attendre d'être fixés sur leur sort le 1er février 2019. Après 7 ans de feuilleton judiciaire, la justice internationale s'acharne-t-elle contre ces deux personnalités africaines? La Cour pénale internationale joue-t-elle sa crédibilité dans une affaire de plus en plus politique, avec en toile de fond la survie de la France-Afrique? En plus de ce procès retentissant à la CPI, le cas de la présidentielle au Congo-Kinshasa déchire l'Afrique. Sans surprise, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la victoire de Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle, ce que conteste avec force Martin Fayulu, au point de s'autoproclamer président élu du Congo-Kinshasa. Face à l'ampleur d'une crise politique qui se dessine dans ce pays, les dirigeants africains et la communauté internationale s'entrechoquent dans un jeu d'intérêts inavoués. Au-delà de ces batailles géostratégiques, la presse camerounaise s'est focalisée sur le premier conseil de ministres du septennat des grandes opportunités. Cameroun Tribune met en avant le discours du coach Paul Biya, qui a prescrit à l'équipe gouvernementale de John Goûté, solidarité et ardeur au travail. Selon le journal à capitaux publics, le chef de l'État a galvanisé ses troupes pour réaliser les défis économiques et sécuritaires pour l'année 2019. Cependant, la nouvelle expression estime que ce conseil de ministres n'était qu'une simple formalité, au cours duquel Paul Biya n'a donné aucune nouvelle consigne au gouvernement. Pour mutation, le président de la République a servi du réchauffé aux ministres. Un tel conclave, limité à la seule communication spéciale de Paul Biya, garantit-elle une évaluation détaillée de l'action gouvernementale dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des Camerounais? Néanmoins, une prescription présidentielle a attiré l'attention de la presse. L'organisation des régionales qui pourrait intervenir bien plus tôt que prévu. Selon Mutation, le pouvoir de Yaoundé envisage ce scénario pour rafler la majorité des sièges dans les conseils régionaux. Pour autant, la mise en place effective de ces régions suscite des interrogations sur les mécanismes de fonctionnement de ce système de gouvernance publique très attendu au Cameroun. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Samuel Motte. Bonjour. Bonjour Cédric, meilleur vœu également, meilleur vœu aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes expert comptable, président de la section RDPC dans le CAM Sud-Est, c'est dans la région du littoral. Également présent avec nous ce dimanche, Cyril Sambaka, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à nos panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Autre panéliste sur ce plateau, il est éditorialiste et consultant sur droit de réponse. Edmond Kambia, bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue les copanélistes. J'adresse surtout un salut fraternel au peuple ivoirien qui suit de près le procès Gbagbo et ses multiples rebondissements en ce moment. Le quatrième panéliste annoncé sur ce plateau est Maître Lavoisier Siapi, avocat et cadre politique du SDF. Et je reste avec vous, Edmond Kambia, pour évoquer la dernière actualité concernant le Congo, Kinshasa. Samedi soir, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi, confirme les résultats de la CENI. Et au même moment, Martin Fayulu conteste avec force cette décision de la Cour constitutionnelle, estimant que ce sont des faux résultats qui ont été validés et qu'il se proclame président élu du Congo-Kinshasa. Quelle est votre analyse du climat sociopolitique dans ce pays ce matin? Aucune surprise, que ce soit la décision prise par la Cour constitutionnelle ou alors la réaction de Martin Fayulu. On attendait
avec beaucoup d'impatience, en tout cas le peuple congolais, mais également les Africains, suivaient de près ce qui se passe en RDC et le résultat a été confirmé. La Haute Cour a décidé de valider, d'entériner les résultats provisoires qui avaient été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. C'était prévisible. Je pourrais expliquer pourquoi c'était prévisible. Mais il faut également dire que Martin Fayulu, qui très vite a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle, estimait qu'il avait gagné les élections, mais que les résultats avaient été probablement inversés. Et que lui, il a toujours dit, en s'appuyant sur les observations faites par la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui avait dit qu'il n'y avait pas concordance entre les observations de sa mission d'observation et les résultats proclamés par la CENI. Donc Fayulu s'appuyait là-dessus et considérait que c'est lui le candidat qui a gagné l'élection. Parce que, rappelez-vous, la Conférence épiscopale nationale du Congo n'avait jamais donné le nom du candidat qui a gagné l'élection, mais dit qu'elle connaissait qui a gagné les élections présidentielles au Congo. Il va sans dire qu'aujourd'hui, la situation est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a beaucoup d'intervenants, notamment les intervenants extérieurs qui ont déjà réagi et qui s'apprêtent encore à renforcer leur réaction. Je pense notamment à l'Union africaine et la SADC. L'Union africaine, notamment à travers son président de la commission, Moussa Faki Mahamat, mais également, surtout, son président en exercice, qui a décidé qu'il fallait que les institutions congolaises suspendent la proclamation des résultats. On voit bien que les institutions congolaises n'ont pas suspendu la proclamation définitive des résultats. Donc, on s'attend à quelque chose de à des échanges très politiques et diplomatiques dans les jours qui suivent. Le climat sociopolitique au Congo, Kinshasa, avec vous, Cyril Sambaka, ce pays s'est réveillé ce matin avec deux présidents, l'un reconnu par le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle au Congo-Kinshasa, et l'autre, Martin Fayulu, qui s'auto-proclame président élu de ce pays. Comment percevez-vous la situation en République démocratique du Congo? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut s'attendre de plus en plus à ce type de réaction en Afrique, parce que les populations africaines ont besoin d'une émancipation. Les populations veulent s'émanciper. Les populations veulent être partie prenante du jeu démocratique. Vous savez, quand on a subi la colonisation, on nous a donné des indépendances en nous laissant des colons noirs blanchis. Et on nous a donné encore des modèles de développement. On nous a donné des modèles du vivre ensemble. La démocratie est arrivée, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère, c'est un faire-valoir. On le constate dans presque tous les pays africains. Il y a des problèmes, il y a des contestations. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Union africaine se penche sur ce problème et que nous puissions voir un modèle africain? Parce que nous allons de haine en haine. Alors, moi, je vois des Africains être utilisés pour détruire l'Afrique. Parce que ceux qui manipulent sont loin, mais c'est les Africains entre eux qui s'entretuent parce qu'ils veulent le pouvoir. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Alors, qu'est-ce que ça coûte un recomptage? Puisque, en réalité, il y a des organisations. Moi, j'ai vu comment on a vilipendé l'Église catholique. Moi, j'ai vu comment des Camerounais sont partis d'ici pour aller à Doubé. N'est-ce pas, ce que Kabila préparait. Donc, moi, je pense que la transparence est de rigueur. Moi, je ne voudrais pas entrer dans des analyses parce qu'on ne s'en sortirait pas. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce qui est sûr, au moins, c'est que l'Afrique ne va pas se développer parce que ceux qui dirigent l'Afrique vont développer l'Afrique. Il faut qu'on commence à penser sérieusement le développement à la base. Parce que c'est les populations ont envie de s'exprimer. Les populations ont envie de choisir leurs dirigeants. Il faut qu'on y arrive parce que nous retardons l'Afrique. Vous vous rendez compte qu'un pays, qu'un continent comme le Congo, qui a tout et qui doit soutenir l'Afrique, est en difficulté. C'est toute l'Afrique qui est en difficulté. Alors vous évoquez là le problème qui se pose concernant les élections crédibles et transparentes au Congo-Kinshasa. Samuel Motte, c'est un phénomène qui se vit en Afrique centrale, dans la communauté économique des États d'Afrique centrale à laquelle appartient le Congo-Kinshasa. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il y a toujours de vives contestations
malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Comment expliquez-vous ces situations? Oh, il peut y avoir effectivement des contestations, il y aura toujours des contestations, c'est ce que je pense. Ce n'est d'ailleurs pas un mal de l'Afrique centrale, c'est un mal généralement dû, à mon sens, à des gens qui n'ont pas soit compris comment les institutions fonctionnent, soit qui n'ont pas l'âme républicain, ou par ailleurs, ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Là, vous semblez englober en disant qu'il manquerait certainement un problème de transparence. Je voudrais m'inscrire dans la logique de ce que Sambaka dit tout à l'heure, que n'étant pas congolais, nous ne connaissons pas très bien le système électoral congolais, donc on aura du mal à formuler un certain nombre de critiques. Mais puisque vous rentrez dans la globalisation, je voudrais également vous dire qu'il est de la responsabilité des gens qui participent à un scrutin comme celui-là, d'être à la hauteur également des enjeux. La première chose que je voulais vous faire remarquer, on a couvert l'organe qui était en charge d'organiser cette élection-là d'un certain nombre de critiques. Je note avec satisfaction aujourd'hui que lorsqu'il y a une bagarre, une contestation, la contestation se fait entre des gens qui se revendiquaient de l'opposition hier. La première conclusion que je peux citer à ce stade-là, c'est que malgré toutes les critiques que l'on peut formuler à l'encontre d'un organisme qui est en charge d'organiser ce scrutin-là, il peut quand même avoir de bascule, parce que la bascule, elle a eu lieu en République démocratique du Congo. Maintenant, il faut être républicain. À partir du moment où il y a une décision de justice qui est rendue, il faut s'en tenir. Et là, il parlait également des enjeux avec des interférences extérieures. Quand vous suivez l'ensemble des gens qui sont impliqués dans ce processus-là aujourd'hui, ils n'ont pas, par le passé, beaucoup milité pour l'émancipation du peuple congolais. Hein. Parce que quand vous parlez de Kagame, Kagame n'a pas intérêt à avoir de la sérénité aujourd'hui, compte tenu du passé que nous connaissons, des rapports qu'il y a entre les deux États. Mais il est quand même président en exercice de l'Union africaine. Et il y a une charte de l'Union africaine qu'il faut respecter. Mais c'est pour ça, effectivement, quand vous commencez... La transparence des élections. Est-ce qu'il n'est pas inscrit dans cet engagement-là? C'est pour ça que je souhaiterais, moi aussi, fonctionner sur la base des principes. Et les principes, quand ils conditionnent votre réflexion, vos déclarations, vous avez de la difficulté souvent à vous tromper. S'il n'avait pas ce rapport conflictuel avec la RDC, peut-être il aurait autorité à pouvoir le dire. Et encore une dernière fois aussi, au-delà des relations extérieures que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, des engagements que nous prenons vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions d'ordre international, la République démocratique du Congo est un État souverain. Et je vois mal un organisme, fut-il continental, prendre une telle position comme celle-là, alors qu'il y a des institutions républicaines qui fonctionnent encore totalement, de leur dire, écoutez, arrêtez le processus parce qu'on vous voit telle ou telle chose. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, quand les gens formulent un certain nombre de récriminations en disant nous sommes plus ou moins convaincus que c'est Fayulu qui a gagné, quels sont les éléments que nous sommes à notre possession? Parce que je ne veux pas ramener ce genre d'actes-là sur ce qui se passe le genre local chez nous. Très bien, quelqu'un peut sortir du bois comme ça et puis dire j'ai gagné une élection. Ce serait trop facile. Mais puisqu'il parle de points de transparence, pour conclure là-dessus, qu'est-ce qui fait la transparence d'un scrutin? La transparence d'un scrutin, c'est qu'effectivement qu'on sache là où on va aller voter. La transparence d'un scrutin, c'est qu'on sache également qu'il n'y a pas un bourrage des urnes. C'est pour ça que c'est plus ou moins généralisé maintenant, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit ailleurs, l'urne est transparente. Mais ce qui fait également la transparence, c'est la présence de chaque représentants des partis en présence pour pouvoir sécuriser les votes des citoyens. Quand vous prenez je sais pas moi, les déclarations des pasteurs qui vous disent, est-ce que vous savez quel est l'échantillon des bureaux de vote qu'ils ont couverts? Moi également, ne rentrons pas dans ce jeu-là parce que finalement ce sera un gouffre sans fin. Quand je suis candidat à une élection, que ce soit locale, présidentielle ou régionale, il faut que moi-même je fasse un effort pour pouvoir sécuriser le scrutin tel qu'il sortira. Parce qu'une fois qu'on a raté ce coach-là, les rattrapages ne sont plus possibles. Et aujourd'hui, il y a une certaine déclaration qui a été faite en disant c'est qui dit qui a gagné. Vous reprenez le comptage et puis ça se renverse. Vous êtes dans un gouffre sans fin. Ce sera contestation sur contestation. Et le président en exercice donc de l'Union africaine, Paul Kagame, qui est annoncé en République démocratique du Congo. Et juste avant cette sortie du président en exercice de l'Union africaine, il y a eu la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, qui s'est prononcé également, Edmond Kamdia, sur le sujet, demandant à la communauté internationale de respecter
la souveraineté du Congo démocratique et d'attendre que le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, se prononce sur les résultats de l'élection présidentielle, maintenant que c'est fait et que ces résultats ne rencontrent pas l'approbation de la communauté internationale. Que va-t-il se passer? Nous sommes dans une situation qui risque de déboucher sur un chaos. Le Congo est un pays qui a connu dans le passé beaucoup de soubresauts. Il est souhaitable que le Congo sorte la tête haute de ce qui vient de se passer. D'abord, il faut dire qu'au niveau des institutions au Congo qui veillent à la régularité des élections, qui organisent les élections, la CENI a fait son travail. Malgré toutes les critiques qui ont été formulées contre la CENI dans le passé. Et il me semble qu'aujourd'hui, la CENI est allée même très loin. Parce que dans le passé, la CENI était critiquée particulièrement par l'opposition parce que la CENI jouait le jeu du pouvoir. Ça, c'était la principale critique contre la CENI dans le passé. Aujourd'hui, l'opposition a gagné. En tout cas, un candidat de l'opposition a gagné. Mais il y a des critiques qui continuent contre la CENI en laissant croire, en laissant penser que la CENI aurait joué le jeu du pouvoir. Non pas en favorisant l'élection du candidat du parti au pouvoir ou de la majorité au pouvoir, mais en favorisant l'élection d'un candidat de l'opposition qui serait, dit-on, proche du pouvoir. Et là, dès lors qu'on a dit cela, il va sans dire que la situation devient trop complexe. Parce que sur la base de quoi? Sur la base de quelles preuves peut-on dire que la CENI a organisé la fraude au profit de Félix Tshisekedi au détriment de Martin Fayulu? Martin Fayulu estime qu'il avait une meilleure implantation sur le paysage politique en République démocratique du Congo et que ce sont des faux résultats qui ont été rendus publics par la CENI et que les évêques congolais ont les meilleurs résultats et ils ne doivent pas prêter attention à ce que la Cour constitutionnelle a pris comme décision. Comment appréciez-vous cette sortie au regard de ce paysage politique qui se crispe de plus en plus en raison de la complexité de cette situation? Martin Fayulu, en tant que leader politique, candidat à l'élection présidentielle opposant, il est dans son rôle. Il estime qu'il a gagné l'élection. Mais il faut le prouver. Il faut le dire, dans un pays, il y a des institutions en charge, non seulement de l'organisation et de la proclamation des résultats, mais également de la proclamation définitive des résultats. À partir du moment où il a fait exercer son recours légal et que la structure habilitée à répondre l'a fait, en principe, l'affaire devait s'arrêter là. Tout au plus, si son pays, la RDC, a signé et ratifié les conventions internationales, notamment la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui font partie des institutions fortes de revendication de la démocratie en Afrique et pour lesquelles l'Union africaine est compétente, alors il peut saisir l'Union africaine pour que l'Union africaine se propose sur le sujet. Il se trouve que l'Union africaine n'a même pas attendu qu'il la saisisse pour intervenir en disant qu'il faut suspendre la proclamation des résultats, ce qui n'a pas été fait d'un. Parce que là, à ce niveau, la RDC a estimé qu'elle est un pays souverain et qu'elle n'a pas à attendre des instructions, des injonctions de l'extérieur pour permettre à sa structure habilitée à proclamer définitivement les résultats à le faire. Ce qui est tout à fait normal. Il faut attendre l'épuisement de toutes les voies de recours internes. Et aujourd'hui, toutes les voies de recours internes sont épuisées, puisque la Cour constitutionnelle a tranché. Maintenant, Martin Fayulu, ce qu'il lui reste à faire, je le disais tantôt, c'est de saisir l'Union africaine. Et l'Union africaine, fort heureusement, s'est impliquée, s'est auto-saisie dans l'affaire, et une mission est envisagée à Kinshasa pour rencontrer les différentes parties, les parties prenantes. Et vous parlez tout à l'heure de la SADC, la SADC, qui, il faut le dire, depuis le début des résultats proclamés, d'abord par la CENI et ensuite maintenant par la Cour constitutionnelle, il faut dire que la SADC a pris des communiqués plus ou moins contradictoires. Parce qu'avant même que les résultats définitifs ne soient proclamés, la CENI a tenu deux propos, deux décisions notamment. La CENI a d'abord dit, on va procéder, il faut procéder au recomptage. Ensuite, la CENI... Vous parlez de la SADC? La SADC, oui, la SADC, recomptage. La deuxième chose que la SADC a proposé, avant la proclamation définitive des résultats, a proposé un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale intégrant, on le suppose, les déçus de l'élection présidentielle. Et enfin, maintenant, la SADC prend encore une autre position.
Donc, moi, je veux comprendre. À quoi joue la SADC? Parce qu'il faut que la SADC ait des positions, j'allais dire, cohérentes dans le dossier. Et pas des décisions par à-coup. Ça donne l'impression que la SADC est influencée même par rapport à ce qui s'est dit ou par rapport au rapport de force qui se joue au niveau international. N'oubliez pas que quelques heures seulement après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, il y a un pays, il y a Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, qui est intervenu pour critiquer les résultats proclamés, en s'appuyant notamment sur le fait que la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, avait annoncé que c'est un candidat de l'opposition qui était vainqueur. Mais sauf qu'il avait lui-même par-dessus lui estimé que ce candidat serait Martin Fayulu. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi dont la victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle et une crise politique qui pourrait naître dans ce pays d'Afrique centrale. Avec vous, Cyril Sambaka, comment éviter justement que le Congo-Kinshasa n'implose avec ces deux présidents qui, chacun de leur côté, réclament la victoire. D'un côté, les institutions républicaines qui confirment la victoire de Félix Tshisekedi et de l'autre, Martin Fayulu qui s'auto-proclame président élu du Congo-Kinshasa. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le Congo-Kinshasa n'est pas un pays qu'on peut abandonner aux Congolais. Vous comprenez? Pour quelle raison? Mais pour ses richesses. Le Congo, tant qu'il est comme il est, on ne sait pas ce qui se passe. Les enjeux sont très grands. Et il faut savoir que pendant que les Congolais battent campagne pour élire un président, il y a d'autres forces, notamment des forces étrangères, qui font des calculs a priori et qui savent ce qui va arriver et qui ont mis certains jalons pour que ce soit comme ça. Donc, on ne peut pas sortir de la crise congolaise s'il n'y a pas un sursaut de conscience des populations congolaises. C'est les populations congolaises qui vont commencer à construire leur pays à partir de la base. Je vous dis, les enjeux qu'il y a au sommet des États africains sont des enjeux qui font parfois peur. Posez-vous la question, le Cameroun a traversé une élection présidentielle. Les élections ont été contestées. Vous n'avez pas vu l'Union africaine, n'est-ce pas, se lever pour dire qu'il faut soit recompter, soit annuler. Parce qu'ils ont des éléments que nous, on n'a pas. Ils ont des éléments que nous, on n'a pas. Et s'ils disent au Congo qu'il faut recompter ou il faut suspendre, c'est parce qu'ils ont des éléments qui leur permettent de le dire. Ils l'auraient fait au Cameroun s'ils avaient des éléments pour le dire. Mais ils le font au Congo parce qu'ils ont ces éléments. Est-ce que ces éléments sont dans l'intérêt général des populations qui ont été appelées à voter il y a quelques semaines? Alors là, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question parce que nous allons nous apercevoir que les intérêts sont des intérêts étrangers. Et que les hommes politiques, avec tous les milliards qu'ils dépensent, n'ont pas cultivé les champs pour dépenser ces milliards. Donc voilà un autre problème qui va se poser parce que pour faire des élections présidentielles, il faut être riche. Il faut avoir des soutiens financiers. Et ces soutiens financiers ne sont pas des soutiens gratuits. Donc moi je vous dis, je ne crois plus, n'est-ce pas, à cette gouvernance patriotique qui vient du pouvoir central. Je pense au patriotisme qui vient de la base. Et je pense que nos pays seront construits à partir du moment où nous allons lutter pour que le développement se fasse à partir de la base. Je ne crois plus à cela parce que il y a quelques années, on applaudissait l'Église catholique qui venait au soutien des populations. Aujourd'hui, il est vilipendé. Et aujourd'hui, on dit l'Union africaine n'a pas été saisie, comme il disait, mais ils sont intervenus. Parce qu'ils sont intervenus, parce qu'ils sont cette instance qui doit pouvoir faire quelque chose, avant que le pire n'arrive. Mais dans le cas d'espèce, franchement, je pense que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour dire c'est tel ou tel qui a gagné. C'est la raison pour laquelle il est sérieux de penser que l'Union africaine, une fois pour toutes, on doit commencer aussi à leur faire confiance. Parce que d'autres vous diront, mais l'Union africaine, c'est une machine que les Occidentaux ont fabriquée. Et on va s'en sortir comment?
On va s'en sortir quand nous serons nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en train de travailler pour que nous soyons nous-mêmes et que nous puissions discuter avec les autres gagnant-gagnant? Nous n'en sommes pas encore là. C'est ça le chantier que l'Afrique doit aborder aujourd'hui. Une crise post-électorale au Congo, Kinshasa. Avec vous, Samuel Motte, est-ce que l'Union africaine peut réussir à arbitrer afin d'éviter l'implosion de ce pays qui voit un 5e président arriver à la tête de la République démocratique du Congo? Je veux dire, si Fond veulent faire œuvre de bon office, c'est dans leur rôle absolu. Mais en ce qui me concerne, il n'en reste pas moins que je considère que les élections seront bien dirigées, les alternances se feront en Afrique aussi longtemps que les responsables, les parties prenantes eux-mêmes monteront en grade en termes de responsabilité et d'implication dans le suivi du déroulement du processus. J'ai entendu mes deux interlocuteurs tout à l'heure, j'ai comme l'impression, j'allais me dire, mais c'est pas le même. C'est pas les mêmes. Quand on parle du Congo, ils deviennent absolument, totalement raisonnables en disant mais on n'en sait rien du tout. Et de toutes les façons, en ce qui concerne ce phénomène-là, s'ils agissent, c'est peut-être parce qu'ils ont des informations crédibles. Peut-être qu'ils n'avaient pas des informations crédibles il y a quelques mois en ce qui concerne le cas camerounais. Et quand ils disent également par ailleurs qu'en dépit des critiques, c'est ça la responsabilité, c'est ça qui fera que demain on aura un système qui fonctionnera très bien. Quand il dit par exemple, malgré les critiques, on peut quand même constater que c'est venu de la bouche d'Edmond Kamga tout à l'heure. La CENI a fait du bon travail en dépit des critiques. Et qu'on peut considérer que ce candidat-là qu'il a déclaré comme étant le candidat, le vainqueur, peut-être pour lui avoir un certain crédit dans cette déclaration-là qui a été faite. Et que par ailleurs, lorsqu'on a déroulé ce processus-là et qu'on a suivi jusqu'au bout, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se référer à ce que les institutions républicaines ils disent. Maintenant, effectivement, s'il y a de l'embarras, parce qu'effectivement, il y aura d'autres informations contradictoires, on peut voir dans quelle mesure on peut les analyser. Mais les contestations, vous allez toujours les avoir. Et vous allez les avoir non pas parce que les institutions républicaines ne fonctionnent pas très bien, c'est parce que très souvent, les gens également sont dérobés à leurs propres tâches. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de points de transparence, si c'est décliné tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de contestation possible. Mais très souvent, les gens se sont dit, ouais, ben, là, vous parlez d'implantation. L'implantation, c'est avant l'élection. Le système peut se gripper pendant l'élection. Et donc, c'est pas parce que vous avez une implantation la plus large, la plus nationale possible, que forcément, ça fait de vous le vainqueur. Mais le processus, là, il doit être suivi. Mais ce que j'ai voulu vous remarquer, c'est sur ce que j'ai voulu insister, c'est qu'en dépit des critiques que nous formulons très souvent aux institutions républicaines, vous allez voir, et là au moins, ça nous met tous d'accord autour du plateau, ce n'est pas le candidat du pouvoir qui a gagné. L'élection se discute aujourd'hui entre deux candidats de l'opposition. Ça veut dire que malgré un certain nombre de dysfonctionnements, peut-être avérés ou pas, que l'on peut constater dans cet organisme qui était la CENI, qui est en charge d'organiser les élections, la bascule a eu bel et bien lieu. Mais encore une dernière fois, là aussi, il faut être non seulement républicain, mais il faut être fair play. Alors comment quand on n'a pas pu soi-même de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe? Ils ont le droit de s'interroger. En tant qu'être humain, nous avons également le droit de nous interroger, mais à un moment donné, il faut en appeler à la raison. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire là, en ce qui concerne le cas de la République démocratique du Congo, est un non-sens. Parce qu'ils portent une caution à quelqu'un qui fait une revendication sur laquelle eux-mêmes ne sont pas très sûrs de la crédibilité de la démarche. Et il faut leur dire tout simplement, vous revenez aux fondamentaux, mais vous allez également voir, nous reviendrons toujours sur ce problème-là, qui est celui du respect du système électoral et du respect des institutions républicaines. Parce que là, lorsque vous allez aborder le cas de Laurent Gbagbo, vous allez voir que là également, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, non pas parce que les institutions n'étaient pas tout à fait crédibles, mais parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas en situation de responsabilité. Et notamment quand on a perdu une élection, je pense qu'on devait être froid en disant, là, il y a des échéances également qui se profilent à l'horizon. Je préférerais attendre. Il faut mettre tous les bouchées doubles de telle manière à ce que ce soit au sortir des urnes, soit même qui puisse être considéré comme étant le candidat qui a gagné. Il ne faut pas attendre s'abriter derrière des procédures parce que la procédure elle-même,
elle crée beaucoup de difficultés dans la cohésion sociale. Les procédures elles-mêmes, quand on commence à être vindicatif, ça devient effectivement un élément perturbateur de la culture de la nation. En République démocratique du Congo, là où désormais deux personnalités de l'opposition revendiquent leur victoire à l'élection présidentielle malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui confirme Félix Tshisekedi comme nouveau chef d'État et rejette la requête introduite par Martin Fayoulou. Est-ce qu'on est en train de se rapprocher d'un scénario à la Côte d'Ivoire avec vous, Edmond Kamgia, comme ce fut le cas avec Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara il y a près d'une dizaine d'années? C'était en 2010, après l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez faire ce rapprochement et les risques d'implosion de ce pays? Effectivement, on peut faire un rapprochement, y compris avec le cas camerounais. Parce que Maurice Kamto au Cameroun a exigé un recomptage de voix, a même saisi l'Union africaine. Mais curieusement, l'Union africaine est très silencieuse par rapport à son déploiement actuel en RDC. Rentrons en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que Gbagbo avait demandé un recomptage de voix. L'Union africaine, à l'époque, n'a pas accédé à sa demande de recomptage de voix. Rappelez-vous. L'Union africaine n'avait pas accédé. Non seulement l'Union africaine n'avait pas accédé à sa demande de recomptage de voix, puisqu'il y avait problème effectivement qui avait gagné les élections. Jusqu'aujourd'hui, j'allais dire, le peuple ivoirien est divisé sur la question. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé lorsque Gbagbo va définitivement perdre le pouvoir, c'est parce qu'il y aura un coup d'État. C'est un coup de force. On aura vu les Nations Unies instrumentalisées par un pays qui s'appelle la France organiser une action de force contre un président qui a été élu et dont le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, être arrêté par celui qui va par la suite, Alassane Ouattara, le transférer à la CPI. Ça, c'est un cas qu'on ne peut pas oublier. Gbagbo avait demandé un recomptage de voix. Il n'y a pas eu de recomptage de voix. Je ne voudrais pas penser qu'au Congo actuel, la suite va se passer comme en Côte d'Ivoire. Comparaison n'étant pas raison. C'est d'autant que le président actuel, Kabila, Joseph Kabangé, n'était pas candidat. Donc le contexte est différent, la situation n'est pas la même. Et le candidat qu'il a même proposé à cette élection a perdu les élections. Donc il n'y a pas trop de ressemblance. Le problème se pose au niveau des intervenants, notamment extérieurs à la crise. J'attire votre attention notamment sur les rôles de l'Union africaine et de l'ONU dans les dossiers. Sur le cas ivoirien, l'Union africaine, et on se souvient qu'à cette époque, quand l'Union africaine refuse de recompter les voix, puisque la situation s'enlise, on voit l'ONU instrumentaliser, je le disais tantôt, faire en réalité ce qu'on appelle en français facile un coup d'État. Ouattara prend le pouvoir. Et le même Conseil constitutionnel, le même président du Conseil constitutionnel, avec la même équipe, est appelé à proclamer la victoire. En tout cas, à conforter la victoire d'Alassane Ouattara, dont le représentant de l'ONU, M. Choi, avait validé le résultat à travers un principe qui leur était cher, et permis ainsi à Alassane Ouattara de s'installer au pouvoir, et il est là. Ça fait 2 mandats déjà. Il annonce qu'il va se retirer en 2020, qu'il ne va pas passer en force à un 3e mandat. Mais rien, je dis bien, rien n'est encore certain par rapport à l'évolution des choses au niveau de la CPI. On va revenir là-dessus. Abordons le cas du Cameroun. Je voudrais dire, par rapport à l'Union africaine, l'ONU et la France, on a vu des attitudes totalement différentes. Par exemple, dans le cas de la RDC, la France est rapidement intervenue en dénonçant les résultats proclamés par la CENI. Ce n'a pas été le cas au Cameroun. On n'a pas vu la France intervenir et aucune autre puissance occidentale intervenir lorsque le candidat du MRC a estimé que sa victoire lui a été volée. On n'a pas vu l'Union africaine intervenir ni par des communiqués officiels, ni par l'annonce des descentes sur le terrain, ni par quoi que ce soit. Il faut se poser des questions. Parce qu'il n'y avait pas matière. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans l'attitude de l'Union africaine vis-à-vis des États de l'Afrique centrale? Parce que le Cameroun est quand même en Afrique centrale comme la RDC.
Est-ce que c'est une question de richesse? Le Cameroun a des richesses comme la RDC. Est-ce que c'est au niveau des relations bilatérales entre les puissances et les chefs d'État en place? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et l'Afrique centrale et l'Afrique subsaharienne qui vivent au rythme des élections à chaque fois contestées, avec vous, Cyril Sambaka, il ne se passe pas une année d'élection présidentielle où il y a ce vent de contestation avec des candidats qui sont du parti au pouvoir, de l'opposition, qui revendiquent une victoire volée et ensuite des violences post-électorales. Finalement, les systèmes électoraux en Afrique ont-ils un sérieux problème pour susciter tant de contestations avec en toile de fond des guerres civiles qui peuvent naître? Oui, je dois dire que le préalable pour aller en démocratie, c'est d'avoir des lois consensuelles. Des lois consensuelles, ça veut tout simplement dire que le Cameroun a une année électorale. Nous aurons des élections municipales, législatives et régionales. Est-ce que les acteurs sont d'accord? Est-ce qu'il y a eu un consensus autour des lois? Nous écrivons ces lois. Ces lois qui apportent les problèmes tous les jours. Le pouvoir fait la sourde oreille. Hier, c'était la colonisation. C'était le colon qui faisait la sourde oreille. Il a inventé ce qu'il a inventé. Dans la droite ligne, ceux qui ont succédé au colon continuent sur cette ligne. Le peuple est à côté dans cette affaire. Il faut comprendre cela. Et dans l'Afrique entière. Parce que l'Afrique a intérêt à se développer pour les Africains. Mais, quels sont les gens qui détruisent l'Afrique? Ce sont les Africains. Et pourquoi ils détruisent l'Afrique? C'est parce qu'ils se sont mis à la solde des gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. L'Afrique ayant tout ce potentiel. Si on ne prend pas la chose globalement, on ne peut pas comprendre localement les choses qui se passent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des enjeux, il y a des intérêts. Mais les intérêts doivent être bien compris. Les intérêts doivent être dans le sens de gagnant-gagnant. Est-ce que nous luttons pour cela? Ou bien nous luttons pour avoir un positionnement? Donc vous voyez, l'Afrique qui était ce coin où il y avait des arbres à palabres. L'Afrique qui a une histoire que les Africains même ne connaissent pas, que les jeunes n'étudient pas à l'école. Tous ces problèmes nous amènent à penser que si nous voulons un changement, nous devons d'abord redevenir africains. Nous devons d'abord nous mettre autour de cette table avec des historiens pour écrire notre histoire. Si nous n'écrivons pas notre histoire, nous n'avons pas d'avenir. Nous ne savons pas où nous allons. Par contre, les autres continents savent que l'Afrique est notre vivier. Donc, il faut tout faire pour le préserver longtemps. Probablement dans l'ignorance. Et deuxièmement, avec des Africains eux-mêmes qui sont là pour détruire leur propre pays. Il y a une décision historique qui a été prise cette semaine concernant l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. La presse camerounaise annonçait déjà sa libération immédiate et certainement une première escale de Charles Blé Goudé, surtout Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien en Belgique. Et contre toute attente, Edmond Kamdia, il y a eu cette décision de maintenir en prison l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse, un rebondissement auquel la presse camerounaise ne s'est pas du tout attendue. Oui, pas seulement la presse camerounaise, la presse africaine et même la presse internationale. C'est un cas quand même assez rare au niveau de la CPI. Il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça dans les affaires qui ont été diligentées, qui ont été jugées à la CPI. Il n'y a pas eu beaucoup de cas semblables au cas Gbagbo. C'est pourquoi certains parlent de plus en plus de procès politiques. Restons sur le plan légal pour dire que mardi dernier, lorsque les juges, n'est-ce pas, de la Chambre de première instance ont décidé d'acquitter et ont annoncé la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il y a eu beaucoup d'espoir. On a vu en Côte d'Ivoire comment une bonne partie du peuple ivoirien était en joie, dans l'allégresse, mais on a remarqué de manière contradictoire qu'au sein même du peuple ivoirien, il y en a qui étaient mécontents, notamment les victimes. Et ça créait une sorte, j'allais dire, peut-être d'embarras pour les juges qui ont pris cette décision. Mais il faut dire que cette décision était fondée, puisque c'est sur la base d'un certain nombre d'arguments
avancées par le procureur et observées et analysées par les juges, ils ont noté une insuffisance de preuves. Une insuffisance de preuves pour pouvoir avancer dans le dossier. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont estimé qu'il fallait tout simplement acquitter les prévenus. Dès le lendemain, c'est-à-dire après la décision d'acquitter, on a observé au niveau de l'accusation, je ne sais pas si c'est parce que l'accusation se sentait humiliée par rapport à cette décision qui est forte, il faut le dire, parce qu'il y a eu une opinion dissidente à l'intérieur de cette décision-là, mais la majorité des juges ont pris cette décision-là. Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit libéré, la Belgique avait d'ores et déjà accepté, n'est-ce pas, d'accueillir l'ancien président ivoirien. Jusqu'aujourd'hui, la Belgique a accepté d'accueillir l'ancien président ivoirien pendant toute la période qui suivra sa relaxe ou sa sortie de détention à la prison de la CPI. Mais il est maintenu en décision parce que le procureur, notamment, ont décidé, d'une part, d'attendre que la décision soit totalement rédigée pour pouvoir faire des observations, mais en fait, et par la suite, ils ont décidé de faire appel. C'est la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, Gbagbo et Blé Goudé sont maintenus en détention. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a suivi tous les débats depuis quelques jours, on se rend bien compte que l'accusation, les procureurs, ils insistent notamment sur le fait que si Gbagbo et Blé Goudé sont libérés, sont acquittés et libérés, ils donnent l'impression de n'avoir pas la certitude que pour la suite éventuelle du dossier, les prévenus pourraient facilement se retrouver à la CPI. Ils pourraient peut-être disparaître. Et je pense que les juges ont tenu compte de cela et ont pris même une décision. Ils ont appelé les avocats de la défense de Gbagbo et de Blé Goudé. Ils leur ont demandé de donner des assurances qu'il serait possible, si la procédure continue, qu'il soit disponible. Et les avocats de Gbagbo et Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, ont donné des assurances. Donc à ce niveau-là, on s'attendait à ce que très rapidement, il soit libéré. Que non. Aujourd'hui, on est dans une situation que je qualifierais d'assez embarrassante et controversée, gênante. Même si, même si sur le plan légal, il est permis que s'il y a appel, que la procédure puisse suivre son cours. Sauf que ça risque d'avoir, par rapport à l'image de la CPI, des conséquences graves sur sa crédibilité. On en parlera justement dans cette émission. L'affaire Gbagbo, qui selon le Messager, est une affaire qui conduirait à la mort de la France-Afrique. Samuel Mout, est-ce que vous voyez ce procès plus politique comme l'a analysé la presse cette semaine? Non, mais écoutez, les gens voient des interférences partout et on s'interférera toujours parce que nous sommes dans un monde global aujourd'hui. Il me semble quand même que l'élection présidentielle qui vient de se dérouler aux États-Unis en est une illustration. Ce n'est pas parce que forcément on est en situation d'anciens ou anciennes colonies ou anciens colons que forcément on recevra ces influences. La première chose, déjà premièrement, c'est aux États africains de savoir se solidifier, se protéger. Mais aussi longtemps qu'il y aura des intérêts qui seront en jeu, on se fera toujours influencer, soit mutuellement, soit une influence à sens unique. Mais ce que je pense également dans le cas de Gbagbo, je pense tout simplement que c'est une situation regrettable, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement lié à la France-Afrique. C'est une situation regrettable parce que le procès qui se déroule aujourd'hui à La Haye, on pourrait bien l'éviter. Et comment ? On pouvait l'éviter effectivement en arrêtant de revendiquer quelque chose qu'on n'a pas gagné. Là, la solution n'est pas dans la revendication. La solution, encore une dernière fois, parce que ça m'amènera à revenir à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, parce que vous ne m'avez pas donné l'opportunité de clôturer sur ce point-là. La solution, ce sera dans la préparation d'une campagne électorale, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de diligences qui vous permettront d'être vainqueur demain ou après-demain. Les recours à l'analyse, les recours posent plutôt des problèmes de troubles à l'intérêt d'une nation et ça n'a jamais apporté de solution. J'ai envie de vous poser une colle. Quel est le candidat aujourd'hui en Afrique dans une élection qui a pu renverser la tendance qui a été annoncée en faisant des recours? Manifestement, il n'y en a pas, tout au moins à ma connaissance,
vraiment pas. Parce que également, quand vous les suivez, ces gens-là qui s'investissent chaque fois à faire des recours, les éléments même qu'ils utilisent, ce ne sont pas des éléments crédibles. Edmond Kanga a parlé tout à l'heure des problèmes de recomptage. J'ai envie de dire, le recomptage, matériellement, il se fait sur la base de quoi, Edmond? Des PV. Ah, des PV, non, les PV sont matérialisés effectivement et c'est sur la base des PV très souvent qu'on déclare. Et dans le cas ivoirien également, même dans le cas camerounais, vous allez bien voir que lorsqu'on met sur la table un certain nombre de ces éléments, on le fait non pas très souvent même pour le même objectif. Dans le cas ivoirien, quand Babo dit « je demande le recomptage », en réalité, il est dans une situation de dire à travers cette proposition-là, il va gagner du temps parce que par ailleurs, il s'est déjà autoprogrammé président de la République. Dans le cas camerounais, quand Maurice Kamto dit on recompte, manifestement ce ne sera pas sur la base des PV, puisque les PV même il les comptait seulement. Sur la base des PV, effectivement, c'est sur la base des PV que les déclarations de résultats ont été faites. Mais généralement, quand il le dit, c'est parce qu'il veut continuer à exister. Et je pense pour ma part que pour ne pas continuer chaque fois, on a des partenaires, ils sont soit historiques, on a été dans une situation où on a été dominé ou pas dominé. Moi, je ne veux pas m'accrocher et continuer à ressasser ce passé-là que nous devons surmonter en tant qu'être humain. C'est de dire effectivement, quand on est en situation de responsabilité, on se défend soi-même. Et nous devons intégrer dans le cadre de notre propre démarche, en tant que peuple africain, le fait que nous avons certainement des gens qui ne veulent pas qu'on s'émancipe. Et si nous avons échouer à cette démarche-là de nous émanciper, on ne va pas passer notre vie à pleurnicher sur le fait que c'est les autres qui nous ont empêché. Leur rôle, effectivement, c'est de faire en sorte que nous ne puissions pas nous émanciper parce qu'il faut qu'ils continuent à jouer à l'intérieur de nos nations un certain jeu qui a une certaine importance. Et dans le cas des élections, une personne qui prépare convenablement une élection, compte tenu des problèmes de transparence que j'ai soulevés tout à l'heure, il a de bonnes chances de mettre de la victoire de son côté. Oui, l'affaire, justement, mais l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé depuis près de 7 ans, un feuilleton judiciaire qui a suscité l'intérêt de toute l'Afrique, mais aussi des défenseurs des droits humains qui ont critiqué la Cour pénale internationale avec vous, Cyril Sambaka, pour évoquer cet acquittement et libération immédiate demandée dans un premier temps par la CPI et à la surprise générale en fin de semaine. C'est un maintien en détention jusqu'au 1er février 2019. Comment analysez-vous ce dénouement repoussé jusqu'en février concernant l'affaire Laurent Gbagbo? Je commence par la conclusion. Je dis, la politique a repris sa place. Parce que la Cour pénale internationale, on y est allé pour dire le droit, et le droit s'est exprimé. Et tout de suite, la politique a montré qu'elle est au-dessus du droit, dans ce monde où nous vivons. Où voyez-vous la politique dans ce mécanisme le fait que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne soient pas sortis de prison veut tout simplement dire que la politique a pris son droit. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que si Cédric nous ferait, on vous donne 7 ans pour prouver que je suis coupable. 7 ans. Vous n'arrivez pas à prouver que je suis coupable. Et finalement, on vous dit, ok, on va les libérer parce qu'il n'y a pas de preuve qu'ils sont coupables. Et c'est ce jour-là que vous faites appel. Ou le lendemain, vous faites appel. Pour faire quoi? Quand vous avez eu 7 ans pour prouver que ces messieurs-là devaient rester en prison. Donc vous voyez que on essaye de les maintenir en prison. Ça devient donc une affaire politique. Vous voyez les déclarations que certains Occidentaux ont fait, et notamment Nicolas Sarkozy, qui était l'acteur majeur, parce que c'est lui qui a pris Gbagbo dans son bunker, n'est-ce pas, pour le remettre aux rebelles, qui sont devenus après l'armée. Ça, c'est ça, les faits. Donc, quand il dit c'est regrettable et c'est très dangereux de libérer Gbagbo et Blé Goudé, alors la CPI qui faisait le procès, en 7 ans, le procureur n'a pas pu démontrer que ces gens étaient coupables. Donc, forcément, ne jouons pas à ce jeu. C'est-à-dire que c'est une affaire politique. Quel est l'intérêt politique dans cette affaire concernant
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la CPI? L'intérêt politique vient du fait que Laurent Gbagbo est entier. C'est un homme politique entier, indépendant. Il est indépendant. Ce monsieur, vous ne pouvez pas aimer la France plus que lui. Il a vécu en France, il a vécu son exil en France, il a épousé une Française à l'époque, il a fait un enfant français, il adore la littérature française, mais quand il devient président de la République en Côte d'Ivoire, il ne sait pas qu'il n'est pas président de la République. Il doit être le porte-parole. Non, voilà le problème. Donc il est libre et il veut exercer son pouvoir et les problèmes commencent. Parce qu'il ne faut pas chercher à voiler un certain nombre de choses. Nous sommes en Afrique et aujourd'hui nous pleurons Lumumba. Lumumba, nous ne sommes même pas encore en train de nous mettre sur la ligne pour remémorer ces héros de l'Afrique. Ce n'est pas des modèles non plus. Je vous dis donc que non, personne n'est Dieu. Ouais, voilà. Vous comprenez? Personne n'est Dieu. Mais ce que je dis, c'est que quand nous voyons les populations africaines souffrir, est-ce qu'elles ont le droit de souffrir? C'est la première question qu'on se pose. Avec autant de richesses, pourquoi souffrons-nous? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a la politique même dans ce procès. Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'était pas prévu. Vous comprenez? Il est devenu président. Lui, il a vécu en France, il connaît la liberté qui est en France. En France, vous n'allez pas dire à un président de la République qu'il faut subir le dictat de tel ou tel. Donc lui, il a exercé son pouvoir et il s'est rendu rapidement compte que ce n'était pas possible en Afrique de pouvoir développer son pays sans qu'on ait à discuter avec les partenaires multilatéraux ou bilatéraux. Vous voyez? Donc, quelque part, en Côte d'Ivoire, on soulève le fait que les victimes sont en train de pleurer. Mais quand les forces rebelles sont parties du Burkina, sont entrées en Côte d'Ivoire, combien de gens ont été massacrés? Vous voyez, nous ne continuons pas à discuter de ces problèmes en Afrique. Essayons de nous réconcilier. C'est la réconciliation qui est importante. Et vous voyez que quand Gbagbo devait sortir de la CPI, la première chose, c'était engager véritablement la réconciliation. Et la nouvelle expression a présenté Laurent Gbagbo comme un acteur majeur dans le cadre de la réconciliation qui doit se poursuivre en Côte d'Ivoire, Edmond Kamga. Maintenant, il est maintenu en détention jusqu'au 1er février prochain. Rien n'exclut que cette détention se prolonge si la CPI se prononce sur le fond concernant l'appel qui pourrait être introduit par le procureur auprès de la CPI. Oui, on s'achemine là dans une situation que personne ne peut dire, ou personne ne peut dire avec exactitude s'ils seront libérés véritablement, libérés sous condition, ou alors s'ils seront maintenus en détention pour l'ouverture du dossier sur le fond. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais il faut dire une chose. D'ici le 1er février, la Cour attend, n'est-ce pas, du procureur de déposer ses arguments la semaine qui suit, avant que ne se tienne l'audience du 1er février. Et nous espérons, en tout cas, nous attendons en tant qu'observateurs, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe là-bas à la CPI, on s'attend à ce que, cette fois-ci, les procureurs, puisque ce sont eux qui maintiennent, qui exigent le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, on espère, on se dit, peut-être qu'ils vont donner des arguments plus solides. Parce que dans le passé, aucun de leurs arguments n'était solide pour justifier le maintien en détention. Parce que si, cette fois-ci, ils n'ont pas des arguments plus solides, il n'y aurait pas de raison que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne soient pas libérés de façon immédiate au terme de l'audience du 1er février. Donc, parmi les scénarios possibles, il y a la libération conditionnelle. C'est-à-dire, on pourrait éventuellement, après l'audience du 1er février, libérer les prévenus, mais avec des conditions strictes. Des conditions strictes qui leur seraient accolées pour s'assurer qu'effectivement... Qui ne pourront plus faire la politique. Je ne sais pas. Parce que si la condition est la politique, là, la juridiction de la CPI se transforme en institution politique. Ce qui n'est pas le cas. C'est le cas. À moins que vous parliez d'un agenda secret qui pourrait se cacher derrière
la décision de libération éventuellement conditionnelle qui sera prise. C'est une éventualité, je dis c'est une éventualité. Mais il y a de fortes chances qu'il soit libéré, mais que la libération soit conditionnelle. Et n'oubliez pas, par rapport à ce que vient de dire M. Sambaka, ce n'est pas tout à fait banal ce qu'il vient de dire. Parce qu'il y a une institution au-dessus de la CPI qu'on appelle le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui peut décider de faire en sorte que le procureur de la CPI lance un mandat d'arrêt et cherche à interpeller telle ou telle personnalité à travers le monde. Le Conseil de sécurité peut se saisir. C'est le Conseil de sécurité qui met en place la CPI à travers le statut de Rome. Donc il faut dire le rôle majeur du Conseil de sécurité dans ce dossier. Et le Conseil de sécurité, c'est un organe politico-médiatique, mais surtout politique. Et on voit bien, lorsqu'on sait, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que c'est Nicolas Sarkozy, alors président de la France, qui est l'acteur majeur, qui amène Alassane Ouattara à cautionner le transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI. Il ne faut pas l'oublier. L'affaire Laurent Gbagbo, plus politique que l'on en croit, vous le pensez, Samuel Motte, ou partagez ce point de vue sur la politisation de ce procès? Il n'y a rien que nous faisons dans la vie qui soit en dehors du champ politique. Ça, au moins, je peux vous le concéder. Mais je trouve seulement que mon frère Sambaka est conspirationniste. Il a la conspiration chevillée au corps. Non. Le procureur, la dame Bensouda, est suffisamment grande pour pouvoir se braquer toute seule. En disant, compte tenu du fait, il y a même un thème très lourd de sens que les anglophones utilisent, c'est persécuteur. Pour avoir persécuté, ou plutôt on dit en français, poursuivi Laurent Gbagbo pendant cette année, avoir été à l'origine de sa mise en détention, je suis suffisamment grande pour pouvoir me braquer en disant, je ne peux pas admettre qu'on l'enlève de là. C'est dans son rôle. Il n'a pas besoin de prendre là, c'est pas mal des instructions de Nicolas Sarkozy, qui par ailleurs, s'il a prononcé les mots que Sambaka a souligné tout à l'heure, je les condamnerai avec le maximum d'énergie possible, parce qu'il n'a pas à avoir ce genre de propos vis-à-vis notamment, il n'est ni procureur, ni juge d'instruction, il n'est rien du tout. Donc, si il entend demain, et je souhaite d'ailleurs que Gbagbo soit libéré, si ça peut le rassurer, parce que je pense que sa place n'est pas... Même si par ailleurs, je retiens que dans le cadre de ce processus électoral, là, lui-même, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais il ne faut pas tout mettre sous le sceau de la conspiration. Et je ne souhaiterais pas non plus qu'on inscrive la jeunesse africaine dans ce chemin-là qui consiste à rassasser un passé qui, pour ma part, est dépassé parce que nous sommes bel et bien indépendants. Et dans le cadre de l'affirmation de cette indépendance, là, il faut qu'on soit déterminé à défendre nos propres intérêts. Effectivement, on aura toujours de temps en temps, y compris parmi les micro-États que nous formons aujourd'hui, est-ce que c'est dit nous fêler, il ne vous semble pas que de temps en temps on essaie d'influencer une décision qui est prise dans l'État voisin? Ça arrivera toujours ça. Mais il ne faut pas penser que dans la plupart des partenaires que nous avons aujourd'hui, parce que c'est ce que là semble traduire sur ces propos, c'est des ennemis en puissance. C'est certainement des gens avec qui nous n'avons pas les intérêts communs, mais il nous appartient à nous de défendre nos propres intérêts. Effectivement, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Si vous remémorez le processus qu'il a conduit jusque-là, lui-même il a fait un certain nombre d'erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir, ne serait-ce que quand vous avez dit tout à l'heure, qu'il est une pièce maîtresse dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire, dans l'apaisement que l'on prône là-bas. Effectivement, ce serait bien qu'on le libère. Mais là également, même si on le libère, vous avez vu également, j'ai entendu un certain nombre de menaces lourdes qui pesaient sur lui en disant on ne sait pas très bien s'il va repartir en Côte d'Ivoire. Alors parlant de ces rapports internationaux entre plusieurs pays africains et les anciennes puissances colonisatrices qui sont les premières puissances mondiales, Cyril Sambaka, le rapport de force peut-il être équilibré comme le souhaite Samuel Motte sur ce plateau, afin que les peuples africains puissent décider eux-mêmes de gouverner leur pays selon leur axe de développement socio-économique et politique? Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Pourquoi? Ça va être difficile parce que nous avons un modèle que nous avons hérité de la colonisation. Ceux qui gouvernent ont le législatif. Et vous voyez qu'ils n'admettent pas que le législatif joue son rôle. L'exécutif est toujours en train d'écraser le législatif et lui dicter la ligne de conduite.
Et pour cela, il met au service de ceux qui vont aller aux législatives des moyens pour devenir députés. Alors, quand ils sont députés, tout ce qui vient de l'exécutif passe. Le partenaire, qui lui, il est en démocratie, sait très bien que, je prends l'exemple de l'Allemagne ou de la France, pour que ceci passe, il faut que l'Assemblée accepte. Donc, moi, en tant que président, je ne peux pas seul prendre cette décision. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ce qui se passe en Afrique, c'est que nos assemblées ne valent rien. C'est l'exécutif qui vaut quelque chose. Donc, vous avez en face de vous un partenaire. Vous voulez régler un problème. Vous, à vous seul, président de la République, vous signez et ça engage tout le pays. En face, vous avez un partenaire qui vous dit pour ceci, il faut que je soumette cela à l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse accepter. Vous voyez donc ce déséquilibre même de fonctionnement qu'il y a entre les Occidentaux et nous les Africains. Donc nous avons intérêt, dans un premier temps, à comprendre que le législatif qu'on met en place, c'est pour aider l'exécutif. C'est pour encadrer un certain nombre de choses, pour ne pas mettre à la vindicte des autres le président de la République. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe ici chez nous, c'est que le chef de l'État a dit. Non. Et quand le chef de l'État a dit, c'est terminé. Vous avez, est-ce que vous croyez que un député du parti au pouvoir, quand il dort, il se réveille, il est fier? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Il a attendu que l'exécutif lui balance des documents. Il a approuvé. C'est passé comme une lettre à la poste. Voilà là où se trouve le problème. Pour discuter d'égal à égal, pour discuter gagnant-gagnant, il faut que les mécanismes, n'est-ce pas, soient huilés, que les mécanismes se mettent en place pour que le porte-parole, qui est le président de la République, soit encadré. Ici, la parole du chef de l'État, c'est la parole de Dieu. Au Gabon, c'est la même chose. En Afrique, on essaye de perpétuer cela et en face, il y a tout un système qui est monté pour que les choses soient cadrées. Le président des États-Unis ne peut pas tout faire. Vous le savez, il ne peut pas tout faire. Et pourquoi il ne peut pas tout faire? Il y a eu un cas d'illustration, messieurs, cette semaine avec un conseil de ministres qui s'est tenu au Palais de l'Unité à Yaoundé, avec à l'ordre du jour une seule communication spéciale du président de la République. Et selon le journal La Nouvelle Expression, il a fait du formalisme et aucune nouvelle consigne ni aucune nouvelle action qui a été donc proposée aux différentes équipes gouvernementales. Edmond Kambia, Conseil des ministres du réchauffé servi au ministre par le président de la République, à peine une vingtaine de minutes d'un Conseil des ministres, un an après le dernier exercice du même genre. Quelle est votre analyse sur cette question précise? Monsieur Noufélé, permettez-moi de faire la transition, toujours en termes de conseil ministériel. Parce que le même jour se tenait en Côte d'Ivoire un conseil ministériel spécial après la décision prise par les juges de la CPI d'acquitter et de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Dans le communiqué que prenait à la sortie, au sortir de ce conseil ministériel en Côte d'Ivoire, il y a des notions principales qui ont été mises en exergue. Le pardon, la réconciliation, la cohésion nationale. Donc, la décision d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé était perçue dans un rôle éventuel que pourrait jouer Gbagbo par rapport au pardon, par rapport à la réconciliation nationale. C'est pour rassurer ceux qui ont des doutes sur le rôle que pourrait éventuellement jouer Laurent Gbagbo à sa sortie de prison. Maintenant, concernant le conseil ministériel qui s'est tenu le même jour au Cameroun à Yaoundé, conseil ministériel auquel a pris part le président de la République, effectivement, les informations qui nous sont parvenues après, puisque le communiqué, il y a eu un communiqué officiel, on voit bien qu'il n'y a pas véritablement de grands changements. Le chef de l'État demande à son Premier ministre et à son équipe tout simplement de poursuivre le travail qui a été entrepris dans le passé. C'est-à-dire qu'il faut appliquer le programme économique, financier, social et culturel et rester dans les priorités que tout le monde connaît, les choix sécuritaires.
et améliorer les conditions de vie. Mais c'était tellement banal qu'en réalité, on n'a pas vu une feuille de route précise que pourrait prendre la nouvelle équipe par rapport aux enjeux, aux défis de l'heure. Voilà un peu comment est-ce que la nouvelle expression et même les autres titres de la place ont perçu ce conseil ministériel qui, visiblement, il faut le dire, n'a pas véritablement duré. C'était très bref. Cameroun Tribune estime que c'est le coach Bia qui a galvanisé ses troupes pour la première année du septennat de grandes opportunités en prescrivant collégialité, ardeur au travail et dynamisme dans la synergie d'action gouvernementale. Est-ce que c'est votre analyse, Samuel Motte? C'est bien mon analyse, effectivement. Mais quand il insiste sur les problèmes de durée, je voudrais tout simplement vous rappeler que le Conseil des ministres, il est prescrit par l'article 10 alinéa 1 de notre Constitution, qui dit effectivement la personne qui la préside, c'est le président de la République. Et quand vous parcourez cette même Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays, vous ne verrez jamais trace de la durée d'une telle réunion. Vous ne verrez jamais une allusion à la périodicité d'une telle réunion. Vous ne verrez jamais une allusion à une quelconque fréquence. Effectivement, bien entendu, ce n'est pas une réunion de pur formalisme. Il est fait effectivement dans le sens de donner une orientation forte à un gouvernement, soit qui vient d'être installé, soit qui a été réuni lorsque le président en a jugé l'opportunité. Maintenant, dans sa pratique, vous allez bien constater que le président de la République n'entend pas souvent entrer dans la profondeur d'un certain nombre de dossiers. Ceci pour but de donner une main libre au Premier ministre. Et contrairement à ce que j'ai entendu aussi là, il a été nommé au même moment que son gouvernement, dont il n'a aucune importance. Non, le président de la République tient à ce que le Premier ministre ait une certaine autorité sur l'ensemble des dossiers qu'il gère. Bien entendu, quand on dit que le président de la République ne rentre pas dans un formalisme particulier, tout au moins en profondeur dans un certain nombre de dossiers, cela suppose effectivement qu'on mette en place une organisation performante qui évite notamment un certain nombre de couacs. Le fait qu'effectivement, que de temps en temps, qu'on ait enrichi un certain nombre de dysfonctionnements ici ou là, montre effectivement que c'est une organisation qui reste à parfaire. Et c'est pour cette raison-là que le RDPC demande à l'ensemble des ministres qui sont appelés à de hautes fonctions, qui ont l'opportunité de travailler dans ce gouvernement-là, de mettre tout en œuvre pour qu'un certain nombre de résultats qui sont attendus par les populations puissent être atteints. Parce que c'est ça le but de la politique. Le but de la politique n'est pas de verser absolument dans une réunionnite qui fait que tout le temps on va s'asseoir ensemble pour discuter de tout et de rien. Et lorsque tu fais effectivement le parallèle, Edmond, avec le cas ivoirien, c'est quand même une grosse préoccupation pour le gouvernement ivoirien de savoir aujourd'hui comment est-ce que le cas Gbagbo va être géré demain, quel est l'impact que ça peut avoir dans la vie sociale, politique et économique de la nation. Et c'est pour cette raison-là également qu'ils peuvent passer toute une nuit à disserter là-dessus. Mais justement, tout ce que le président avait à dire aux ministres, notamment ceux qui ont rejoint le gouvernement et tout au moins ceux qui ont également chargé de portefeuille, on a le président de la République qui est le seul responsable, et vous avez d'ailleurs appelé coach en la matière, il est la seule personne à pouvoir déterminer quel est le temps nécessaire qu'il lui donne. Le chef de l'État du Cameroun qui prescrit au gouvernement comme feuille de route le programme économique, social et culturel présenté à l'Assemblée nationale lors de la dernière session budgétaire. Avec vous qui nous rejoignez à l'instant, Maître Lavoisier-Sapi, bonjour et bienvenue sur Droit de Réponse. Concernant ce conseil de ministres qui s'est tenu mercredi dernier, à peine une vingtaine de minutes, une feuille de route adossée sur un programme qui a été présenté en décembre dernier par l'ancien Premier ministre. Certains journaux, Mutation, la nouvelle expression, parlent de réchauffer servi aux ministres, mais Cameroun Tribune estime que c'est le coach Paul Biya qui a donné les axes d'intervention et d'intervention gouvernementale durant l'année 2019. Quelle est votre analyse à ce sujet? Bien, merci. Je dirais d'abord bonjour à tous les copanélistes. J'ai accusé un retard. Ce n'est pas de ma faute. Je m'excuse bien. Et je pense que le conseil de cabinet, je n'appellerai pas ça conseil de cabinet. Parce que aucun conseil de cabinet dans les autres pays ne se tient de la façon dont se tient Vous parlez ce qu'on appelle le conseil des ministres au Cameroun.
Le président Paul Biya ne tient pas des conseils des ministres. Il tient des séances de communication présidentielle. Parce que quand on parle de conseil des ministres, c'est un lieu où on débat de l'action gouvernementale. On débat de ce que les ministres ont pu faire, là où ils ont trouvé des difficultés, là où le Premier ministre n'a pas pu apporter des solutions. En dernier ressort, le président de la République apporte des solutions. Mais lorsqu'il s'agit de réunir des ministres et en 15 minutes de lire un discours et de dire la séance est levée, ce n'est pas un conseil de ministres, c'est une communication gouvernementale. Bon, maintenant, vous savez que je me pose souvent la question, à quoi servent les ministres sous le régime de M. Biya? La Constitution dit que le chef de l'État est chef de l'exécutif. Il nomme les ministres, le Premier ministre, et définit la politique de la nation. On s'est rendu compte, 4 années après que l'ancien Premier ministre, Yan Filemon, fut nommé Premier ministre, que les ministres du gouvernement Biya ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire. La présidence a donc prescrit au Premier ministre d'exiger de tous les ministres des feuilles de route. Quand il a exigé, aucun ministre n'a produit la feuille de route. Le Premier ministre a été obligé d'organiser des séminaires gouvernementaux pour former les ministres à produire des feuilles de route. On a organisé ces séminaires et même à l'issue de ces séminaires, aucun ministre n'a pu produire une feuille de route. Alors on se pose des questions. Quand Biya nomme un ministre, est-ce que ce ministre sait ce qu'il va faire? Et justement, quand il y a conseil de ministres, c'est l'occasion pour que le chef de l'État explique sa politique, explique ce qu'il attend et donne des délais aux ministres pour exécuter les tâches qui leur sont dévolues. Vous avez vu la surprise qu'on a eue avec la CAN. Si le président de la République tenait des conseils de ministres à un rythme régulier et suivait ce qui se fait sur le terrain, on n'aurait pas été surpris par notre disqualification à organiser la CAN en 2019. Le chef de l'État aurait été réellement au courant. C'est parce qu'il ne tient pas les conseils des ministres. Et puis chaque ministre est là pour faire ce qu'il veut. Il sait que bon, tant qu'il chante bien les chansons du régime, il est assuré, il a une immunité, il peut faire 10 ans, il peut faire 15 ans, parce qu'il est en train de chanter les louanges du régime. Donc moi je pense que on appelle cela malgouvernance. Nous dans le SDF, depuis 30 ans, nous critiquons cette façon de gouverner. C'est la malgouvernance et le Cameroun ne peut pas se développer avec ce genre de choses. Un conseil de ministres, le tout premier du septennat des grandes opportunités, durant lequel Paul Biya prescrit au gouvernement de s'inspirer, de s'appuyer sur le programme économique, social, politique et culturel présenté à l'Assemblée nationale par l'ancien Premier ministre. Avec vous, Cyril Sambaka, sur ce conseil de ministres qui est censé être la structure qui permet d'évaluer l'action gouvernementale et d'orienter cette action pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Avez-vous le sentiment que c'est dans cet axe-là que se dirige l'exécutif au Cameroun? C'est dit que je suis coincé là. Je suis coincé parce que ce conseil de ministres ne s'est pas déroulé dans les règles de l'art. Donc il n'y a pas eu échange. Selon vous, les règles qu'est-ce qui doit être, quels sont les éléments, les indicateurs d'un conseil de ministres qui se tient et qui vous permettent de croire que c'est un conseil de ministres véritablement qui s'est tenu? Un conseil de ministres doit pouvoir évoquer la ligne qu'on s'est donnée, les difficultés qu'on rencontre, les échanges qui peuvent permettre, parce que l'intelligence, les idées ne viennent pas d'une seule personne. Quand il y a le conseil des ministres, le problème du Cameroun est posé devant le chef de l'État, il vous donne la parole, vous échangez, et puis des décisions sont prises, et en fonction de ce que vous aurez travaillé, des orientations sont données. Vous comprenez? Or, dans le cas d'espèce, ce n'était pas un conseil de ministres, et c'est là où il faut revoir la loi fondamentale du Cameroun. Parce qu'on ne peut pas toujours adouber, parce que c'est la loi fondamentale, la navigation à vue. Et c'est cette navigation à vue qui nous crée des problèmes au Cameroun. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que dans une loi, qu'on ne dise pas la périodicité d'un conseil des ministres? Ce n'est pas normal. Donc c'est une navigation à vue. Il faut corriger ça. C'est un manquement. Donc moi je pense que ce gouvernement, je leur souhaite tout. La réussite, toute la réussite possible. Mais il y a un problème fondamental qu'on doit résoudre au Cameroun. On ne peut pas gérer un pays avec 70 ministres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est l'éparpillement qui se fait. Chacun est dans sa souveraineté ministérielle.
quand bien même il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Donc, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli que la gestion locale va bientôt se mettre en route. Il faut qu'elle se mette en route, franchement, pour que cette fois-ci, que le président de la République ait l'opportunité d'avoir un gouvernement de 25 ministres. Que l'équilibre régional soit résolu parce qu'il aura l'obligation tout simplement d'avoir un ministre par région. Vous comprenez? Donc, moi je pense que à notre malheur, on peut travailler pour que ça devienne le bonheur. Et moi, c'est à ça que je réfléchis. Je me dis, nous sommes dans une situation de blocage. Comment sortir de là pour arriver à quelque chose où les populations du Cameroun vont se dire, enfin, nous pouvons respirer, enfin, nous sommes émancipés, enfin, nous pouvons participer, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Vous parlez de l'inefficacité de l'action gouvernementale avec un conseil de ministres qui se tient de façon irrégulière et un gouvernement pléthorique. C'est l'analyse en tout cas de Sambaka sur ce plateau, Samuel Maud, des critiques formulées contre ce conseil de ministres irrégulier et qui ne permet pas d'évaluer l'efficacité de l'action gouvernementale et des feuilles de route pratiquement inexistantes selon les premières analyses que vous venez de suivre. Selon les analyses de Maître Chapi et de Sambaka, mais je ne sais pas de quelle culture ils sont, notamment quand ils me parlent de périodicité, et puis de contenu, et puis de durée. Nous sommes là dans le cadre de la gestion des hommes. Nous sommes là dans le cadre de la gestion des équipes. Nous sommes là dans le cadre de l'animation d'une organisation. Et si vous commencez à... Et dans le management de l'organisation, il n'y a pas de périodicité. Attendez, j'en viens. Donc, quand vous voulez en venir jusqu'à réglementer comment, dans un atelier à hauteur de combien de mètres un ouvrier doit tenir le marteau pour pouvoir enfoncer un clou, ça veut dire que là, vous avez perdu la raison. Vous avez été dans une société qui n'est pas la nôtre, qui est pleine de liberté et qui fait également qu'un certain nombre de personnes peut avoir, on peut avoir une certaine confiance qu'on leur donne pour pouvoir exécuter un certain nombre de tâches. Là également, je voudrais revenir sur les organisations pour pouvoir dire effectivement en matière de gestion des hommes, en termes de gestion des équipes, en termes de management, vous avez plusieurs types de dirigeants. Quand Maître Sapi dit il devait faire ça, en réalité il dit si je suis président de la République aujourd'hui, voilà l'orientation qui est la mienne, sauf que pour l'heure ce n'est pas lui qui est le président de la République. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans sa pratique, le président de la République souhaiterait ne pas rentrer dans la profondeur d'un certain nombre de dossiers. Tout cela pour responsabiliser premièrement le Premier ministre et en même temps pousser une responsabilisation de l'ensemble des équipes qui constituent le gouvernement de la République. Et là également, pour amener à la gestion des hommes, il est également acquis dans le management, nous aimons le dire, le meilleur manager, c'est celui qui va à la plage quand les équipes travaillent parce qu'il a donné de bonnes instructions. Ce n'est pas le fait de rester à haranguer les gens, à leur donner des instructions, une instruction à la fois que peut-être même ils se sentiront pas obligés de respecter, qui fera de vous une équipe performante. Effectivement, je vous précise bien que lorsqu'on rentre dans le cadre d'une organisation comme celle-là, il faut qu'on ait en face une certaine performance qui fait qu'on puisse éviter un certain nombre de poids, notamment d'insuffisances. On voit bien, très bien, je vous le concède, qu'il y a un certain nombre d'insuffisances qui sont observées. C'est pour ça, effectivement, qu'on fait des remaniements. Mais également, nous tenons à rappeler à l'ensemble des militants du RDPC qui ont eu cette lourde opportunité de servir la nation à ce niveau-là, de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est une histoire permanente. Et on n'a pas besoin que ce soit le président de la République qui répète ça à souhait. Moi qui suis également militant de base, c'est ce que j'attends des gens qui sont dans le gouvernement. C'est que les gens qui sont dans la périphérie également du parti, comme lui, des gens également qui sont tout simplement des citoyens anonymes, attendaient à ce que le gouvernement qui est mis en place, non pas en termes de respect systématique des institutions qui leur sont par ailleurs données, c'est des gens qui sont suffisamment responsables et ce genre de rencontre également, c'est la personne qui est en charge d'animer le débat qui donne le tonus. Et dans le cadre de la pratique présidentielle, telle que nous avons observé, elle est celle-là. Et pour l'heure, il y a des usages quand même qui existent. Il faut préciser que le même jour s'est tenu un conseil de ministres en Côte d'Ivoire avec un ordre du jour assez étoffé où le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement ivoirien ont discuté à la fois des projets de loi, mais aussi ont évalué plusieurs projets de développement
en Côte d'Ivoire. On a vu dans le communiqué final l'arbitrage du président ivoirien. Et c'est aussi comme ça que ça se passe en France, où il y a un conseil de ministres de façon hebdomadaire qui permet au président Macron de procéder à des réajustements au besoin concernant les dossiers sur lesquels les ministres sont censés travailler. Pour vous, ces éléments-là ne sont-ils pas les meilleurs éléments pour davantage améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale? Si vous estimez qu'en France, ça va nettement mieux, sauf que je vois quand même qu'il y a les gilets jaunes qui ont paralysé la vie politique depuis un certain nombre de semaines et de mois. Si vous pensez également que ça va très bien en Côte d'Ivoire, très bien. Sauf que là, effectivement, quand vous parlez de la longueur de ce conseil ministériel, c'est parce qu'ils sont très préoccupés par le cas Gbagbo. Au Cameroun, il n'y a pas de cas Gbagbo parce qu'effectivement, il y a une certaine harmonie, une certaine dynamique qui a été créée pendant cette période-là et que je n'ai pas dit que... Pourquoi est-ce que vous prenez pourquoi est-ce que vous piquez dans mes propos des propos qui vous arrangent? Je n'ai jamais dit que ça va très bien et j'ai insisté sur le fait que dans le cadre d'une organisation, il peut y avoir de temps en temps de couacs et nous sommes là en permanence en train de chercher une organisation satisfaisante et c'est pour ça chaque fois, chaque responsable, quand il est en charge de s'occuper d'un pan de l'activité sociale, politique et économique, doit donner le meilleur de lui-même de telle manière à avoir des résultats palpables. Et la vocation, effectivement, de la politique, c'est d'apporter des solutions aux gens. Ce n'est pas là pour répondre à un carcan. Un conseil de ministre du chef de l'État qui se tient un an après le tout dernier conseil qui avait lieu en mars 2018. Avec vous, Edmond Kandia, vous avez suivi l'analyse faite par Samuel Motte qui estime qu'il y a plusieurs stratégies de management du gouvernement, de l'exécutif au Cameroun, que le président de la République peut choisir de ne pas rentrer dans les détails et donner les plans pouvoirs à son premier ministre d'impulser l'action gouvernementale et de veiller à sa mise en œuvre. Cependant, il y a un contexte social, économique, sécuritaire et politique très préoccupant au Cameroun. Tout à fait, il y a un contexte social, politique, sécuritaire très important, comme vous l'avez dit, M. Noufélé. Et cela aurait dû amener le chef de l'État à avoir des conseils ministériels beaucoup plus rapprochés. Pas attendre un an avant d'avoir un autre conseil ministériel. C'est vrai qu'ailleurs, c'est hebdomadaire. Peut-être qu'il pourrait commencer par en avoir un qui soit mensuel. Pourquoi pas? En attendant d'avoir un conseil ministériel qui soit hebdomadaire comme partout ailleurs. Parce que quand la situation ne va pas dans le pays, on a une crise qui vient d'approcher sa 3e année, la crise anglophone. Et que visiblement sur le terrain, rien ne marche, rien ne s'améliore. Et c'est un an après qu'on tient un conseil ministériel, tout se passe comme si dans ce pays, on marchait sur la tête. Parce que quand ça va mal, on doit pouvoir se réunir plusieurs fois, même de manière extraordinaire. C'est-à-dire que si on tenait des réunions annuelles, qu'on les tienne même de manière semestrielle ou trimestrielle. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est triste. Je vais également revenir sur un point qu'a soulevé M. Samuel Motte en disant qu'en France, ça ne va pas mieux, qu'il y a les gilets jaunes. Mais je vais vous dire une chose. Pour résoudre la question des gilets jaunes, on voit le président Emmanuel Macron sur le terrain. Il va dans les villages, il rencontre des élus, des personnalités. Mais depuis qu'il y a la crise anglophone, on n'a pas vu Paul Biya, ni dans le sud-ouest, ni dans le nord-ouest. Emmanuel Macron est sur le terrain tous les jours. Il discute avec des gens sur des thématiques particulières qui intéressent les populations, qui sont à l'origine de la crise des gilets jaunes. Ce n'est pas le cas chez nous. Il faut dire, pour chuter M. Noufélé, qu'il est urgent que la gouvernance soit faite autrement dans ce pays. Sinon, on ne pourra pas résoudre les problèmes majeurs, sécuritaires et prioritaires. Les problèmes sont nombreux. Sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et commercial. Regardez vous-même. Nous sommes un pays pauvre et très endetté. Et le ministre du Commerce a essayé il y a quelques jours de dire que le prix de la bière ne va pas augmenter. J'attends de voir d'ici la fin du mois si le prix de la bière ne va pas augmenter. Parce qu'il faut rassurer les Camerounais dans tous les domaines. Le budget qu'on a voté là, c'est un budget peut-être qu'il faudrait revoir. Je ne sais pas dans quelle mesure on va l'appliquer de manière concrète et de manière efficace sans que ça n'ait un impact négatif sur les populations par rapport à la cherté de la vie. Il y a beaucoup de choses à revoir. Avec vous, Maître Lavoisier-Sapie, sur ce conseil de ministres qui s'est achevé avec tout de même l'annonce de la préparation des élections régionales qui sont très attendues au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que le président de la République essaye d'étoffer les institutions républicaines
avec l'accélération de la décentralisation? Est-ce que c'est un signal, selon vous, du parachèvement des institutions républicaines au Cameroun et de la mise en place de cette décentralisation de façon effective? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça peut être l'effet d'annonce. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République annonce la mise sur pied des régions. Il me semble que déjà dans son discours de fin d'année 2017, il en avait parlé. Au cours de l'année 2018, on n'a rien vu. Et vous savez que pour que la décentralisation soit effective, il y a tout un arsenal de lois qui sont attendues. Des lois qui vont mettre sur pied le collège électoral, des lois qui vont définir le domaine d'intervention des régions, et il faut également que le budget de la République soit modifié en conséquence. Il ne me semble pas qu'en votant le budget de l'année 2019, on ait prévu quelque chose pour les régions. Donc, je ne pense pas que les régions puissent être effectives au cours de l'année 2019. Et d'ailleurs, vous savez que l'ancien ministre de l'administration territoriale, René Sadi, qui présidait un conseil national de la décentralisation, indiquait qu'au plus tôt, la décentralisation peut commencer à être effective en l'an 2022. Donc, lorsque on nous dit qu'en 2019, il y aura décentralisation, je suis très étonné parce que je ne vois rien venir en termes d'arsenal législatif qui est mis sur pied avant qu'on puisse parler d'élection. Et je voudrais dire que cet effet d'annonce rentre également dans ce que nous dénonçons comme mauvaise gouvernance. Parce que, vous savez, le président Paul Biya n'aime pas partager son pouvoir. Ça, c'est une chose avec laquelle il ne transige pas. Il n'aime pas partager. Et vous allez vous rendre compte que toutes les institutions de cette République, que ce soit la CONAC, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit le Parlement, toutes les institutions sont orientées pour perpétuer le pouvoir du président de la République. Donc, même si par hasard ou par inadvertance, il arrivait que la décentralisation arrive en 2019, ce serait une décentralisation factice. Parce que nous voyons déjà avec les pouvoirs délégués dans les communes. Le pouvoir délégué, on ne peut pas déléguer des pouvoirs à une commune et ne pas donner la possibilité à cette commune d'avoir même mise sur les projets qui lui sont confiés. Les projets sont encore arrêtés à Yaoundé. Donc les communes n'arrêtent pas les projets pour lesquels l'État leur envoie des fonds. Et ça fait croire que vraiment ces pouvoirs délégués aux communes, ce n'est pas une réalité. Et je serais vraiment très surpris de voir que si on annonce une décentralisation, quel est un pouvoir réel? Préparation des élections législatives, municipales et régionales, cela a suscité l'intérêt de la presse. En un mot, avec vous, Samuel Motte, sur ces régionales qui sont très attendues, Maître Sapi évoque la nécessité d'un dispositif législatif important et d'un certain nombre de réformes budgétaires et institutionnelles avant d'en arriver à l'organisation de ces élections des conseils régionaux. Lorsqu'il ira mettre sur pied la sociologie des organisations, il verra très bien que lorsque le président de la République s'est engagé à faire quelque chose, il le fera parce que tout est possible. On peut tout également modifier, y compris le budget de la nation. Il y a des lois rectificatives que l'on peut envisager. Mais effectivement, quand vous l'entendez parler, il veut tout simplement vous dire je ne suis pas prêt pour les régionales. Bien entendu, ces régionales, si le président s'est engagé à le faire, il le fera en suivant un certain timing dans le respect des institutions et dans le respect des lois républicaines. Et je peux vous dire, quand il a parlé tout à l'heure de la toute-puissance de la présidente de la République dans notre pays, il n'y a rien dans cette République qui se fait en dehors du cadre légal. Et notamment lorsqu'il s'agit d'aller rechercher, parce que la loi l'exige, l'approbation de l'Assemblée nationale du Parlement. Ça, c'est une dérogation que le président de la République n'a jamais cherché à avoir parce qu'il sait qu'il faut être très figé sur ce que la loi dit. Et ce n'est que cette loi-là qui nous protège, c'est cette loi-là qui fera également que l'on puisse prendre des positions harmonieuses qui favorisent la cohésion sociale. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kambia, d'être présent sur ce plateau. Merci également à vous, Samuel Motte. Merci à vous, Maître Lavoisier Sapi, d'être arrivé finalement sur le plateau de droit de réponse. Et merci à vous, Cyril Sambaka, d'avoir participé à cette émission de droit de réponse. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision.
Aromate est une mayonnaise riche en vitamine A avec un goût agréable. Avec Aromate à table, toute la